Buonasera. Bonsoir. Nous voici à la dernière rencontre de cette 40e édition du meeting. Nous avons voulu la dédier à un livre que notre ami, le professeur Salvatore Abruzzese, a écrit. Un livre qui est important, nous le verrons. Un livre sur ces 40 années de meeting. Une analyse de sociologue, comme il nous l'expliquera ensuite. Donc, un examen fait à travers des textes, des documentations. Et nous avons donc voulu clore cette 40e édition par là. Et nous avons voulu que ce soit également une forme vivante, réelle, et non la présentation d'un livre. Donc avec le professeur Abruzzese, sur lequel je dirais peu de choses, parce que c'est un ami du meeting, il vient régulièrement. Il nous est connu par son activité universitaire. Il enseigne à l'université de Trente dans la sociologie des processus des religions. Il est un spécialiste du catholicisme et des mouvements d'église, donc des mouvements qui ont aussi un lien avec le meeting. Je disais qu'on pourrait dire bien des choses de lui, mais comme c'est un ami et qu'il est connu, je passe rapidement. Je ferai de même avec Antonio Polito, que nous avons pu entendre hier. Polito est vice-directeur et éditorialiste du journal Corriere della Sera. Il s'est confronté au terme de l'éducation, notamment récemment, avec des textes très beaux, très intéressants. Pourquoi l'avons-nous invité sur ce livre? Parce que nous sommes toujours touchés par les analyses qu'il fait, des analyses très fraîches, qui ne vont jamais de soi. Une capacité à donner des jugements tranchants et en même temps accueillants. C'est ce qui me touche. Tu tranches, mais tu ne tues jamais. Et cela me frappe beaucoup. C'est pour cela que nous avons pensé organiser un beau dialogue entre Salvatore Abruzzese et Polito. Je me contenterai de lancer ce dialogue qu'ils vont ensuite proposer, parce que Polito nous a demandé d'être là en tant que journaliste, donc de poser lui les questions à Abruzzese, ce qui nous permet d'écouter sa vivacité et la précision de ses questions. Donc je me permettrai simplement de souligner, à travers quelques exemples, un aspect du livre qui m'a beaucoup frappé, parce que ce livre m'a fait mieux comprendre ce que nous avons vécu et ce que nous vivons actuellement. Abruzzese me demandait tout à l'heure si je me suis retrouvée dans le livre. Et plus que m'être retrouvée dans le livre, cela m'a fait saisir encore plus ce que nous vivons, ce qu'est le meeting. Et je crois que ce n'est pas rien. Il y a 2 ou 3 passages que je voudrais partager avec vous et qui montrent bien cette harmonie entre ce que nous avons vécu et ce que l'on trouve dans le livre. Après le meeting de 1980, qui était le premier meeting, Don Giussani avait relevé dans la force du sujet meeting, dans la force de ceux qui le faisaient, l'élément central du meeting. Et il avait dit que le meeting est un lieu où l'on rencontre un sujet. Et ce sujet est en mesure de créer une expression culturelle à la hauteur des défis du temps. Voilà ce qu'était Don Giussani, ce que disait Don Giussani. Dans le livre d'Abruzzese, j'ai retrouvé ceci. Le meeting est comme l'humain qui déborde dans le monde d'une expérience formatrice qui, en ayant changé la vie de l'individu, s'étend dans tous les contextes.
une fois adulte, ne peut pas s'exempter de se dire et de se mettre en action, de se passionner pour le monde et de s'engager dans celui-ci. C'est tout à fait proche de ce que nous avons vécu, un débordement humain dans le monde d'une expérience formatrice qui nous a changés et qui continue à nous changer et qui, précisément pour cela, se répand dans tous les milieux. J'ai été frappée par cette correspondance, cette consonance, précisément par la reconnaissance que la force du meeting, ce qui fait le meeting, c'est ce débordement humain d'une expérience formatrice vécue. L'autre aspect absolument génial par ceux qui l'ont perçu, ceux qui l'ont vécu, qui est bien connu pour ceux qui l'ont vécu, mais pour ceux qui l'ont perçu, je trouve que c'est très génial. Voilà en quoi consiste le génie d'Abruzzese. Il saisit, il perçoit le lien qui existe entre la reprise qui s'est produite à l'intérieur de l'histoire de Communion Libération dont nous faisions partie après 1968. Donc entre cette reprise qui s'est produite après 1968 et en quelque sorte l'origine du meeting. 1968 a été une période où l'expérience chrétienne et l'exercice de Communion Libération dont nous faisions partie avaient reçu une belle claque, pourrait-on dire. Rimini avait été le point où, sans doute, c'est du moins ce que Don Giussani a toujours dit et que nous avons retrouvé dans des documents, où ce point d'arrêt de l'expérience avait été le plus violent. Et c'est précisément le groupe, le noyau, et c'est vraiment quelque chose de grand, le noyau qui reprend en 1968 avec Don Giussani l'expérience chrétienne. Et ce même noyau de personnes, ce sont les mêmes personnes, beaucoup d'entre elles sont les mêmes personnes, au total nous étions 6 ou 7, c'est le même noyau de personnes qui, 10 ans plus tard, donne au meeting son origine. Et cela, Abruzzese le saisit dans les documents, et c'est vraiment la réalité très intéressante. Je vais vous lire encore une fois dans le livre. Abruzzese dit, précisément là, à Rimini, là où la contestation avait presque de fait dissous le mouvement tout entier de JS, Don Giussani explicite ce qu'allait être la stratégie de renaissance du mouvement de Communion Libération. Il ne s'agissait pas de faire et encore moins d'agir, mais de faire précéder ces deux dimensions de celle de l'existence et de l'être du sujet lui-même. Donc encore une fois, le thème du sujet que Don Giussani fait résider en 1968 comme point d'origine, de ce même sujet va renaître 10 ans plus tard, dans l'été 79, et ce sujet sera le noyau d'où partira en 1979 le meeting. Le dernier passage que je voudrais souligner dans le livre, et qui m'a beaucoup frappée, précisément pour les raisons que j'énonçais avant, c'est-à-dire le fait que ce livre nous a fait mieux comprendre ce que nous vivons, c'est le fait qu'Abruzzese repère comment ce sujet construit un lieu de dialogue et de liberté. Et ce que nous avons beaucoup souligné ces jours-ci, comme valeur de l'expérience du meeting, le fait qu'il est un lieu de liberté, de rencontre et de dialogue. Est décrit ainsi par Abruzzese. Encore une fois, réapparaît le thème du meeting comme lieu d'une expérience de réconciliation. Il l'appelle une réconciliation avec soi-même et avec les autres, qui coïncide avec le fait de reprendre son potentiel dans la conscience pleine de son identité et de sa culture.
Donc une réconciliation avec les autres qui se fait dans la conscience de son identité, de sa culture. On pourrait retrouver bien d'autres consonances entre l'expérience que nous vivons et ce que Abruzzese a écrit. Mais je tenais à les souligner parce qu'elles sont le point qui, au début de ce meeting encore, et durant tout le parcours de ce meeting, nous avons fortement souligné, c'est-à-dire le fait d'un sujet, un sujet qui crée un lieu, et ce lieu devient un lieu de réconciliation pour tous. Maintenant, j'ai introduit et je cède la parole à Polito, qui va faire son travail d'excellent journaliste, intervieweur, et non seulement. Merci. Grazie. Merci de m'avoir invité ici. Moi, en réalité, je vais vous proposer un point de vue, une lecture plus externe du livre de Abruzzese sur le meeting, c'est-à-dire, alors que toi, tu as décrit les consonances, la capacité d'Abruzzese de regarder dedans, dans vos choix, dans votre histoire. Clairement, j'ai lu le livre d'Abruzzese comme un observateur extérieur. Je suis resté vraiment frappé par ce livre parce qu'il s'agit d'une œuvre vraiment très imposante pour les sources et les documents qu'il y a dedans, qu'il cite. Et il est vraiment très dense de compréhension des capacités d'insérer l'histoire du meeting à l'intérieur de l'histoire de l'Italie pendant ces 40 ans. Parce que l'Italie a fait partie et fait partie encore de l'histoire de l'Italie, dans certains moments comme acteur. La chose que j'ai cherchée, moi, dans les livres, et qu'Abruzzese aussi a recherché, comme j'ai découvert, c'est de comprendre la raison de ce succès qui a tellement duré, qui a autant duré. Hier, on a rappelé qu'il n'y a pas un parti qui a 40 ans maintenant. Donc, le meeting, c'est l'une des expériences qui sont les plus consolidées pour l'instant. Donc, il y a beaucoup de formes de bas, d'expression, mais le meeting ne fait pas ça. Mais ce tentative d'attribuer l'adhésion politique du meeting à des particulières histoires et à des hommes politiques et à des leaders n'a pas expliqué et ne peut pas expliquer comment les choses sont allées vraiment, parce que beaucoup de ces expériences sont terminées et le meeting est encore là. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intrinsèque. Et cette chose, je l'ai retrouvée en m'aidant à travers la lecture du livre de Abruzzese, et je l'ai trouvé dans une chose très simple. Ça m'est venu à l'esprit soudain que le mot meeting veut dire rencontre. Quelque chose que quelqu'un oublie. Donc la culture de la rencontre est le cœur de cette raison, de ce succès. Quand je dis rencontre, je dis une chose très brièvement, après je commence l'interview. Quand je dis rencontre, je ne veux pas dire banalement dialogue, qui voudrait dire quelque chose d'important aujourd'hui en Italie, parce qu'on n'en parle plus. Le concept de parler entre deux personnes, c'est désormais exclu dans le débat public italien. Donc les dialogues seraient déjà une chose forte. Mais il s'agit de quelque chose de plus. Non pas une comparaison entre deux idées différentes, mais une comparaison entre deux personnes différentes et deux histoires différentes. C'est cela qui touche donc la laïcité du meeting qui me touche. Abruzzese écrit que le meeting se révèle le point de départ et où le dialogue assume une forme très différente entre la comparaison des différentes philosophies et stratégies politiques. À la place de la comparaison, il y a l'impact avec les expériences nées avec l'envie de vérité, qui peuvent donner une question de sens dans lequel l'homme est. Donc, ce qui unifie l'expérience qu'on peut voir dans les meetings, c'est que le meeting met ensemble
des personnes qui sont à la recherche de la vérité. Donc, et la manière dans laquelle ils les cherchent, c'est encore plus important du résultat. Et le meeting est le conteneur de cette recherche. La possibilité de confronter entre eux ces recherches. Une anecdote qui concerne Emilia, qui est citée aussi dans le livre, est très beau. À un moment, elle a une rencontre avec le pape Wojtyła et présente une amie de Wojtyła qui était polonaise et il réprimande au Wojtyła: pourquoi vous dites que vous parlez jamais d'avortissement? Mais le pape dit mais non, ne l'écoutez pas, votre travail c'est un travail de frontières. Cela est à mon avis le cœur du meeting, c'est la rencontre. La question que je veux poser à Bossé, c'est pour commencer notre discussion, notre argumentation, c'est comment tu y es arrivé parce qu'une œuvre de ce genre qui implique beaucoup d'années de travail, donc une passion, qui implique une passion et un sentiment. On ne décide pas d'un coup de s'engager dans une œuvre de ce type. Je voudrais comprendre si dans cette recherche du sens du meeting, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, quelques raisons qui est supérieure à celle de l'intellectuel ou de ce qu'on peut penser. Pour commencer, merci. Merci de tout cœur à Antonio Polito pour cette question. Merci à Emilia Guarnieri. Merci au meeting pour cet accueil magnifique. Il y a quelque chose, il y a un moteur. Oui, tout à fait. Moi, j'ai connu le meeting en 1990 lorsqu'on m'a invité pour la première fois, suite à un livre que j'avais publié en France auprès des éditions du Cerf sur Communion Libération. Je n'avais aucune relation avec le mouvement en dehors des relations formelles que j'entretenais avec les responsables. À l'époque, c'était des relations externes, c'était Alberto Salvorana. Ce livre a été publié en France. J'avais fait quelques interviews en Italie qui avaient été particulièrement appréciées et on m'a invité au meeting. Et j'ai été frappée par cet accueil, qui est encore celui d'aujourd'hui. Il m'a énormément frappée. Ma fille avait à peine plus de 3 ans, maintenant elle en a bien plus. Et j'ai été très frappée par cet accueil et par cette joie. Et je n'étais pas capable de les expliquer, parce que je voyais très bien qu'il ne s'agissait pas de circonstances. Cela ne suffisait pas à expliquer, ce n'était pas simplement non plus un intérêt. Ce livre n'aura qu'une seule recension, me semble-t-il, sur un quotidien de Rimini, et c'est tout, personne n'en parlera. Donc, j'étais vraiment le dernier arrivé, ce n'était pas cela la question. Cet accueil avait une autre racine. Ce n'était pas un intérêt, ce n'était pas une stratégie. Et cela m'a frappée. Et comme j'étais habituée dans le monde de la rationalité instrumentale, à vivre dans un monde d'échanges, de dureté, d'affaires, d'intérêt, de stratégie, cela ne me convainquait pas. Cela ne me convainquait pas à l'intérieur, dans le cœur. Et je sentais cette séparation entre la beauté et la joie, une sincérité que je rencontrais, et de l'autre côté, tout mon désenchantement laïque. À l'époque, c'était moi le vrai désenchanté. Je venais d'une vie, une biographie que je vous épargne, ce n'est pas le nécessaire d'en parler. Et cela me rendait ce phénomène peu acceptable, il me paraissait étrange. J'ai mis des années pour me secouer et arriver à comprendre que c'était vrai. Parce que nous voyons la beauté, nous n'y croyons pas. Nous voyons la beauté, nous n'y croyons pas, nous nous arrêtons. Nous disons oui, certes, mais c'est un trompe-l'œil, c'est une astuce, une stratégie. Je ne le voyais pas, mais je le percevais. On m'a invité l'année suivante et c'est encore pire en 91. Alors, j'ai commencé à venir au meeting même quand on ne m'invitait pas. D'ailleurs, très souvent, on m'avait vu avec mon cartable ici et là. J'avais l'air d'être un témoin de Jéhovah. J'ai continué à venir même quand on ne m'invitait pas, parce que c'était vraiment quelque chose de beau. Même lorsque je n'étais là à aucun titre officiel. C'était quelque chose que je devais comprendre.
Et il y a un point qui a fait sauter le laïc en moi, et ça a été l'indignation. Vous savez que chez les laïcs, on s'indigne. Et l'indignation, quelle était-elle? C'était que cette expérience que je vivais et dont je pouvais témoigner à travers les témoignages, les témoins, les expositions, les bénévoles, tout ce monde, et la réduction simplificatrice que je trouvais le lendemain matin dans le journal. Cela me donnait des ulcères parce qu'on ne parlait que de l'homme politique qui était passé et de ce qu'il avait dit. Et c'est tout. Et ce dont traitait le meeting, on ne parlait pas. Du titre du meeting, non plus. De la logique qu'il y avait derrière, non plus. Ou éventuellement pour la déprécier. Alors cela m'a rendu furieux, j'ai commencé à ruminer jusqu'à ce que, un beau jour, enfin, j'ai dit « cela suffit » et j'ai commencé à écrire ce livre. Et je suis arrivée à mettre en ordre les fils de mon analyse, puisque je suis un sociologue. Donc pour moi, c'était logique de reconstruire le contexte, de comprendre où cela avait commencé. Et il faut remercier la chance, comme le disait Heschel, celle d'arriver tard, parce que j'ai la possibilité de bénéficier du livre écrit par Alberto Savorana qui s'appelle Vie de Don Giussani en italien. Et donc j'ai eu beaucoup de chance d'arriver après cela parce que j'ai trouvé ce travail déjà fait. S'il n'y avait pas ce livre déjà écrit, j'aurais eu plus de mal. S'il n'y avait pas le travail du père Massimo Camisasca sur la Fraternité de Communion de Libération, j'aurais eu beaucoup plus de mal. Donc voilà le point de départ, le premier coup de... La chance d'arriver après, c'est la chance d'avoir des journaux qui t'indignent parce que ils ont une fonction de mal aussi parce qu'ils t'ont poussé à écrire. Je voulais te demander une chose. Toi, tu en parles de manière abondante dans ton livre. Le meeting naît à la fin d'une décennie, peut-être dans le point le plus haut de la sécularisation du pays. Les années 70 sont la décennie de l'avortement, pardon, de divorce, donc des batailles très fortes en Italie, et dans un moment où c'est difficile d'organiser, donc de faire vivre le sens religieux dans la vie publique et dans la vie civile, mais en même temps, cela n'est pas comme une forme de résistance au monde, comme une forme de modernité. Au contraire, cela nous surprend parce que cela semble se lancer dans la modernité, cela semble la provoquer. Et tu dis carrément que, en fin de compte, la crise de mai 68 est dans une concurrence, donc il y a une contiguïté entre l'esprit des rébellions qui anime communion et libération, ce sens de ne pas être adapté dans la société qui est en train de ressortir, par exemple avec la critique de consumérisme, est assez actuelle dans la crise de 68. Tu dis que c'est ce désir de sens qui mouve la naissance du meeting. Et quand tu cites le meeting, que les forces qui bougent l'histoire sont les mêmes qui font l'homme heureux, qui rendent l'homme heureux, pardon. Donc le meeting est en cela. Quelle contribution a donné le meeting à la démonstration de la possibilité d'agir dans l'histoire du sens religieux? Parce que cela a été un peu la caractéristique de ces 40 ans. Disons que, certainement, le meeting, l'histoire qui conduit au meeting, naît à l'intérieur de ce grand phénomène qu'a été la constatation estudiantine de la fin des années 60 et comme le fait de dénoncer l'absence de sens. Il y a quelque chose qui unifie. Nous étions tous des insatisfaits. Cela ne suffisait pas, cela ne marchait pas. Il y avait quelque chose qui ne nous allait pas. Non pas parce qu'on voulait quelque chose de plus, mais parce qu'on nous donnait quelque chose qu'on n'avait pas demandé, alors que l'essentiel tendait à disparaître.
l'essentiel avait tendance à être déclaré comme non existant. Le problème de la déqualification du sens. Aujourd'hui encore, j'ai des collègues qui sont tout à fait convaincus que le problème de sens est une stupidité, qu'il n'existe pas. Et c'est sur ce point, sur cette dynamique existentielle, pose la question du sens de l'existence. Cette interrogation existe, et cela, ça a été le terrain commun sur lequel, paradoxalement, Communion Libération avancera dans ses espaces, dans ses propres voies, en faisant enrager mes amis des groupes extraparlementaires qui le voyaient comme quelque chose d'ambigu, de dangereux, ces catholiques étranges qui osaient nommer le monde le nom du Christ, utiliser le mot du Christ, mais quelle audace! Donc, d'une certaine manière, un mouvement protestataire, mais qui, paradoxalement, n'est pas anti-moderne. En rien. Ce n'est absolument pas vrai, au contraire. C'est un accusateur, quelque chose qui dénonce la prétention de la modernité d'avoir résolu le problème de la signification. C'est un mouvement qui dénonce la fausse promesse et dans lequel, de quelque manière, on nous a dit qu'on pouvait vivre sans se proposer la question du signification, que c'était un problème d'adolescent, un problème d'enfant. Et sur ce point, Giussani se battra furieusement lorsqu'il dira cette phrase « Les forces qui font bouger l'histoire sont les mêmes qui font bouger le cœur de l'homme » dans une version qui rendent l'homme heureux dans une autre version. Mais les forces qui font bouger l'histoire sont les mêmes qui rendent l'homme heureux. Qu'est-ce que cela signifie? Si ce n'est qu'il y a un cœur, un désir de bonheur, un désir de vie en abondance qui doivent être relégitimés et qui étaient constamment écartés, éliminés, sous ce qui était l'acidité de la rationalité instrumentale. Donc, sur ce point, paradoxalement, comment le meeting obtient-il son succès? C'est là qu'il y a ce que j'ai appelé le poids des circonstances. Parce que derrière ce noyau qui se met en mouvement, il y a des circonstances fortes, au moins deux, techniques, mais la première, c'est que 3 semaines avant l'édition de 1980 a lieu l'attentat le plus triste, le plus terrible, le massacre de Bologne en Italie. Pour ceux qui s'en souviennent, il me semble que c'était le 2 août. Quelque chose de terrible. C'était réellement le massacre des innocents. Et puis, donc, une Italie totalement hors de ses gonds, au sens propre du terme, allez relire le commentaire qui accompagne le titre du meeting de la première année. Vous pouvez le trouver dans le livre, il est cité. Et il dit que le véritable problème n'est pas de se renvoyer la faute l'un à l'autre, mais de chercher les vérités. Ce sont des aspects fondamentaux, mais il y a eu encore un effet des circonstances encore plus puissant. L'occupation des chantiers navals de Danzig de la part de Solidarność. En quelque sorte, ils sont volontairement tournés vers l'Église et donc ils évitent l'affrontement physique et ils pratiquent une forme de contestation dans le silence de toutes les chancelleries européennes. Il y a eu une intervention ici au meeting qui avait peur qu'il y ait une nouvelle Prague, un nouveau printemps de Prague. Un pontife, Jean-Paul II, déclare « La vérité est la force de la paix ». Ce n'est pas vrai que la force se fonde sur la justice. Bien entendu, elle se fonde sur la justice, mais la justice se fonde sur la vérité. C'est la vérité qui est le premier mobile. Il faut replacer l'ordre des choses. Que se passe-t-il? Que Jaroulewski reconnaît Solidarność, c'est-à-dire qu'il l'accepte. Imaginez ce que cela signifie. Le meeting avait invité tous les plus grands écrivains
dissidents de l'Est. Et ce groupe, paradoxalement, d'enthousiastes de Chiel, de Communion Libération, sont précisément ceux qui étaient là à ce rendez-vous de l'histoire. Ils étaient là. Il fallait aller à Rimini pour savoir ce qui se passait en Europe. C'est ce que j'appelle les circonstances. Et alors on commence à se retourner. Et puis il y a eu la reconnaissance pleine de Jean-Paul II, qui a été une grâce. L'amitié du président italien Giulio Andreotti, qu'il ne faut pas banaliser. Il y a des pages sur Andreotti où je m'interroge. Quelle est la raison réelle? Est-ce que vraiment on veut parler de clientèle? Ça ne peut pas expliquer. Il y a quelque chose de bien plus profond. Ça ne peut pas tenir, cette explication. Je ne peux pas m'expliquer le meeting si je le lis à un jeu de clientèle. Combien y a-t-il d'associations clientélistes en Italie? Combien d'associations avons-nous fait pour des raisons de clientèle? Où sont-elles maintenant? Nulle part. Il n'en reste rien, vraiment rien. Et ici, ce n'est pas rien, il y a un monde qui fleurit. Donc ce n'est pas cela la clé d'interprétation. J'essaie de comprendre le feeling qu'il y avait Andreotti et le mouvement de Communion Libération, enfin du meeting, comme quelque chose de moins banal, de plus profond, de plus substantiel, qui permettait qu'il y ait un dialogue paradoxal entre ces deux réalités. Mais c'est là peut-être sur le thème du rapport avec Andreotti, plus en général, dans la politique, on y retournera. Mais il est vrai que c'est intéressant ce fait que la naissance du meeting tombe dans la décennie de l'an 68, une décennie qui est arrivée jusqu'à la tragédie de mort en 1978, mais une décennie ensuite qui amènera à la liberté de l'Europe à travers la rupture du mur de Berlin, avec la dilagation du communisme en Europe centrale. Mais ce thème du sang religieux n'entre pas dans l'histoire de l'Italie et du meeting comme une réflexion historique et comme une réflexion spirituelle. Ce qui caractérise, tu le dis bien dans ton livre aussi, c'est la prévalence à l'expérience, donc au fait. Presque comme si on mettait le poids sur Christ. Donc, non pas sur une base de scepticisme, sur une réflexion, mais plutôt comme une présence historique et concrète. C'est plus un appel à la présence plutôt qu'à une tradition. Donc, de cela naît, et tu le remarques aussi, de cela naît l'éclectisme du meeting, parce que le meeting est une chose étrange pour ceux qui se passent dedans, parce que tu dis, si le sens religieux, auparavant entendu comme si il animait des vies concrètes qui finissent par conclure des œuvres visibles, le scénario va au-delà des expériences religieuses reconnues, mais cela ouvre un univers qui va de Leopardi à Flannery O'Connor jusqu'à arriver au monde contemporain comme la musique rock, parce que cela fait partie intégrante de la modernité du meeting, non? Oui. Il y a cette reconnaissance. Il y a quelque chose qui m'a bouleversée, parce que vous pouvez imaginer que pour moi, ce n'était pas facile de traiter de ces sujets. C'est cette affirmation de positivité de la réalité. Et la vie devient une certitude immense. C'était un titre du meeting. Cette capacité à se laisser toucher, à se laisser émerveiller par la réalité. Mais attention, ce n'est pas une position philosophique, c'est un aspect existentiel. On est regardé constamment, c'est mon cas, mais c'est le cas de n'importe qui ici, regardé constamment comme l'expérience de quelque chose de vrai. C'est quelque chose qui n'est pas banal. Il n'y a rien de banal.
Il n'y a rien de banal dans un monde qui me prêche le relativisme le plus total, qui fait se faner toute chose, comme le disait, il n'y a pas de certitude qui dure plus de 3 jours. Nous avons ici cette récupération de l'humain, ce retour à l'humain, la reprise de la vérité que l'autre a en lui, parce que la découverte du vrai, cela signifie aussi que chacun d'entre nous porte un cœur de vérité en lui-même, et c'est important le savoir écouter, le savoir reconnaître. Donc c'est une révolution de type existentiel, mais aussi vrai comme œuvre. Ici, j'ai trouvé énormément de correspondances. La première, je cite un auteur que Polito a cité hier, Tocqueville. Tocqueville est celui qui le premier dit « Attention, la dimension religieuse est celle qui fait réellement réaliser des choses extraordinaires. » Il y a un moment où cette passion de l'homme pour le vrai, pour l'authentique, pour ce qui est destiné à durer, l'entraîne hors de ce qu'est le banal, la banalité de la vie quotidienne, et le lance vers la construction d'œuvres destinées à durer. Cela le lance, par exemple, à construire une cathédrale dont le constructeur ne verra jamais la fin, puisqu'il mourra avant. C'est incroyable. Il y a des passages. Léo Moulin, dans le livre, l'un de mes grands amis, l'un des auteurs cités, dira « Regardez les cisterciens, ce sont ceux qui, 100 ans avant de la Magna Carta Libertatum, avaient mis noir sur blanc la démocratie, parce qu'ils avaient fait de leur chapitre général le lieu où il était possible de prendre toute décision, y compris de changer la règle. 100 ans avant la Magna Carta Libertatum, la grande charte des libertés. Ce monde d'expérience, ce monde en action, tous les premiers meetings consacrés au monachisme montrent cela. Ce monde qui évolue et qui produit des manières d'être, même pratiques. Vous le savez très bien, toutes les révolutions agricoles introduites par les bénédictins en Europe, mais également une révolution sur le plan politique. Mais cela ne signifie pas en rien qu'il faut restaurer. Il ne s'agit pas de restaurer quelque chose, mais de redonner sa dignité à l'interrogation et respecter la recherche de sens que tout homme, toute femme, saint ou sainte, se pose dans sa question, comme quelque chose qu'il faut reconnaître et respecter. Et je crois que c'est le point crucial qui fait du meeting ce moteur qui, de fait, relance constamment, dans une époque où, vous le savez bien, lorsqu'on sort d'ici, règne le désenchantement. C'est le désenchantement qui règne en dehors. Et ceci est l'élément qui, à mes yeux, garantira la capacité du meeting à vivre aussi lorsqu'il n'y aura plus les racines, même lorsque Jean-Paul II volera vers la maison du Père, même lorsque les partis politiques resteront éloignés, parce qu'aujourd'hui on a un monde un peu étrange et non identifiable, et même lorsque l'économie ne sera plus aussi facilement contrôlable. Hier, on nous l'a dit, que certaines dynamiques sur le plan mondial sont si puissantes qu'il n'est plus facile de travailler comme avant. Donc dans un monde profondément changé, cette vérité sur l'homme continue à avoir toute son authenticité, toute sa crédibilité. Tu as introduit donc le thème parce que entre les choses concrètes de l'existence et de l'expérience, il y a la politique, la vie civile, la vie publique. Le meeting a eu une relation très intensive avec la politique. Tu as dit toi-même que cela a été très confus avec la politique. Il y a eu plus qu'une confusion avec la politique. Ton indignation naissait par la capacité de ne pas comprendre ce que les politiques disaient. Tu peux nous parler de la dimension politique du meeting, d'un côté sur l'extrême intérêt sur la vie publique, donc sur la vie politique aussi, mais de l'autre côté sur la barrière sur ce que la politique change le monde. Tout à fait.
Disons que l'intérêt pour la politique est un terrain, excusez le terme, mais un terrain pré-politique, c'est-à-dire que c'est la passion pour la cité. La politique est une passion pour la police, la cité que nous habitons tous. Donc en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous nous sentons le devoir d'être présents, de chercher à comprendre, de chercher à contribuer avec toute la partialité que nous pouvons avoir, parce qu'il n'y a pas seulement les catholiques, il y a aussi les laïcs, il y a les socialistes, il y a un monde varié. Il y avait, oui, d'accord, il y avait. Polito est plus précis que moi. Les socialistes, les pauvres, ils ont disparu. Ils ont été importants. Donc, il y a la pluralité. L'intérêt politique, lorsqu'on a fait ici l'exposition sur le 150e anniversaire de l'unité de l'Italie, ou quand on a fait l'exposition sur les 40 années de la République, on a tenté de reconstruire le fil rouge d'un tissu social et civil qui se reconstruit, qui s'organise. Je pense à l'action des congrès dans le domaine politique à la fin du 19e siècle. On pense à un monde entier, les coopératives, les caisses mutuelles, les réalités syndicales, les deux partis qui exerçaient également des œuvres, des actions de contact avec la société, de lien entre société et institutions, de médiation. Ce n'est pas un hasard si nous avions un taux de participation aux élections qui atteignait 90%. C'était lorsque les politiques ne nous faisaient pas horreur, lorsqu'on ne les considérait pas comme le mal. Oui, tout à fait. Donc, de ce point de vue, le meeting agit pour retrouver cette attention, cette sensibilité, qui n'est pas seulement un respect, qui est vraiment une affection pour les institutions. Et ce n'est pas un hasard si ici viennent les présidents de la République, encore avant les présidents du Conseil ou les présidents des partis, les chefs de parti. Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? Comment est-il possible que l'autorité la plus élevée de l'État, cette année, Mattarella n'est pas venu parce qu'il ne peut pas venir tous les ans, donc il a envoyé le numéro 2. Pourquoi les institutions viennent au niveau le plus élevé? Et on n'envoie pas les chefs de groupe, mais les autorités les plus grandes. Tous les présidents de la République sont passés au meeting. Après Ciampi, ils sont tous venus ici pour tenir un discours, pour voir les expositions. C'est très important de voir les expositions. Excusez-moi, moi je suis sociologue. Alors, je me mets toujours à la place de l'autre. Si je viens ici pour un intérêt politique, j'ai intérêt à être ici, assis, parler avec vous, faire une rencontre avec la presse. Je prends un repas frugal avec Emilia et quelques autres, et puis je reprends ma voiture et je rentre à Rome. Je ne vais pas perdre 2 heures de mon temps pour aller voir une exposition avec 3 jeunes qui vont me l'expliquer. Sans le moindre journaliste derrière moi. Quel est le sens de cela? Ça a du sens d'être ici, oui, j'y ai un intérêt, mais aller voir l'exposition, non. Et pourtant, ils vont voir l'exposition. Vous vous rendez compte de cela? Cela signifie qu'il y a vraiment une participation. Et il y a eu cette reconnaissance réciproque entre le meeting et les institutions. Tu parles des consciences institutionnelles. Donc, c'est un phénomène vraiment original parce que c'est une sorte de... Donc, original mais compréhensible parce que le bien commun est incarné dans l'institution. Parce qu'au final, qu'est-ce qui ça nous reste avec tout ce séisme? Oui, tout à fait. Même si avec le terme de culture, j'entends le fait de résumer, réécrire certains passages, surtout de notre histoire nationale. Il y a eu des déclarations du président Scalfari ici ou de Cossiga. Vous les trouvez toutes dans le livre, ne vous inquiétez pas, noir sur blanc et entre guillemets, donc vous pouvez tout retrouver, qui sont émouvantes par la charge d'expérience. Oscar Luigi Scalfaro parlera des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et de la confrontation entre fascistes et antifascistes et du fait de devoir réconcilier un pays. Et Cossiga parlera des années de plomb et du fait de ce que signifie réconcilier un monde qui a assassiné Aldo Moro. Ça, c'est de la politique. Ça, ce sont les fondements de la reconstruction, les fondements d'une sensibilité commune.
Et cela pose le problème. Ça veut dire qu'ici, ce n'est pas un lieu banal. C'est ici que l'on joue avec les piliers fondamentaux de notre démocratie. Donc il n'y a rien de banal dans tout cela. C'est bien autre chose qu'une passerelle. Mais cela se produit, pardonnez-moi, mais ce n'est pas un hasard. Ici, au meeting, de fait, il y a cette dimension d'ouverture, de sensibilité envers l'autre qui devient un climat moral. Moi, j'utilise le terme de climat moral qui commence par les bénévoles. Les bénévoles, c'est peut-être un discours à part, je ne sais pas. Non, je veux parler aussi des bénévoles. Parce que c'est, pour une personne extérieure, c'est l'un des grands mystères du meeting. C'est l'une des choses qui plus étonne. Mais je voulais te demander, avant d'y arriver, en arrivant vers la phase finale de notre conversation, je voulais avant tout parler de Rimini. Parce que l'un des problèmes que tu affrontes dans ton livre, et je n'y avais jamais pensé, mais pourquoi une rencontre de ce genre, on ne la fait pas dans les montagnes, un endroit qui a plus dans la spiritualité, ou même ou aussi dans une ville d'art, ou assise, pardon. D'un côté, on ne doit pas négliger la volonté d'être présente dans le cœur séculaire, donc un endroit où la culture des vacances s'affirme vraiment à ce maximum dans l'été. Mais le choix du meeting à Rimini n'est pas motivé par cela. Au contraire, il s'agit de Rimini en été, donc la liberté totale d'engagement, c'est vraiment la réalisation du désir que le meeting veut résoudre. Il s'agit de compléter une plénitude de vie. Et ensuite, il y a aussi une histoire dont tu peux parler sur les raisons du groupe fondateur, du groupe qui a idéé, qui a créé, qui a promu le meeting, qui est de Rimini. Mi è piaciuta molto, scusa se intervengo subito, questo competere in pienezza di vita. Questa non è l'anti-Rimini, non è l'anti-Rimini. Qui non ci sono, come dire, i contestatori di Viale Regina Elena, no? Non è vero. Qui è la Rimini che compete, cioè c'è quella cosa, benissimo, perfetto, perché no, ma è una meraviglia. Qui c'è un'altra meraviglia, confrontate, su quale delle due porti più lontano, quale delle due sia più bella, quale delle due sia più attraente, quale delle due ti porti più lontano, quale delle due ti faccia ritornare meglio la sera a casa. Parce que le véritable problème, c'est quand on rentre. Et quand on se réveille le lendemain et qu'on fait le bilan de la veille. Voilà le problème. Et on est heureux si la veille, on a compris, on a touché, on a embrassé quelque chose, si on s'est rempli le cœur et l'âme. Et puis, si la veille, on a fait une grande bouffe et qu'on a des problèmes de digestion, c'est un autre problème. Donc, cette confrontation sur la qualité de la vie. Mais le meeting, au fond, c'est aussi cela. Ce n'est pas un refuge ici qui est hors du monde. Il est dans le monde pour vivre mieux dans le monde. Les bénévoles viennent ici parce qu'ils sont mieux. Les bénévoles, excusez-moi, je peux en parler? Tu dis, il est vrai, parce qu'au meeting, c'est facile de repérer la dimension festive du travail au meeting. Les bénévoles sont une chose que pour nous qui viennent de dehors, cela, on reste vraiment étonné parce que moi aussi, j'ai connu la dimension du bénévole politique, la passion politique, mais il y a une chose différente parce que déjà, pour la qualité humaine de beaucoup de personnes, de jeunes qui travaillent ici. Avant, en venant ici, je demandais à la personne qui m'accompagnait, à la mademoiselle qui m'accompagnait, mais pauvres ces personnes qui sont sous le soleil à accueillir avec leur maillot vert, mais qui choisit les personnes? Vous faites
c'est une punition pour ceux qui sont là-bas. Alors, elle m'a dit, non, non, c'est eux qui demandent de refaire ce service parce qu'ils l'ont fait les années dernières, donc ils le redemandent encore. Mais pourquoi? Parce que effectivement, ils sont heureux d'être les premiers à accueillir. Donc, c'est eux qui font l'accueil. Donc, cette série de motivations te frappe, te touche parce qu'ils donnent vraiment le sens d'une motivation, d'une dimension festive, d'un travail partagé que je pense que ce soir va vraiment aller dans une fête très grande après la fermeture de la rencontre. Ce point d'extrême importance pour nous, provenant de l'extérieur, commençant à s'occuper du meeting et en parlant sur les journaux, c'est peut-être la première chose qui nous a touchés. Il nous semblait impossible que dans une dimension pas non politique, mais dans une dimension de témoignage, de foi, d'engagement civil, on pouvait aussi stimuler un tel désir bénévole de travail, d'engagement, etc. Il me semble cela un aspect important, essentiel du meeting. Et j'avais aussi un passage de ton texte que je voulais citer, mais clairement je l'ai perdu, donc je te demande de le dire toi, ce que je voulais citer avec tes paroles. Oui, alors, sur les bénévoles, je dois avouer que je me suis vraiment acharnée. J'ai cherché toutes les explications possibles en termes de rationalité instrumentale. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? En termes de relations, en termes peut-être de retour dans les communautés. Je leur ai vraiment cherché les poux dans la tête. Et effectivement, il y a quelque chose d'ahurissant. Il y a des passages qui m'ont totalement bouleversée. Parce que les bénévoles travaillent de façon sérieuse. Ils font un travail difficile, exigeant, un travail fatigant, dur. Et ils ne te le font absolument pas peser. Ils ont des rythmes incroyables, des rythmes fous. Et on n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas comprendre. Vous savez qu'ici, parmi nous, il y a des gens qui, le soir, à minuit, pour rentrer à la maison, doivent prendre 3 cars, 3 bus, pour aller se retrouver peut-être dans un hôtel paumé qu'il se paye lui-même. On ne le lui paye même pas. Il se paye lui-même pour ne pas peser sur le meeting. Maintenant, on a commencé aussi à contribuer parce que les prix sont si élevés que le meeting doit aussi intervenir pour payer une partie des dépenses parce que ces pauvres jeunes, ils viennent gratuitement, ils payent même la semaine et ils payent même ce qu'ils consument. C'est normal qu'ils aient quand même des accès facilités, mais ça ne s'arrête pas là. Vous savez ce qui est le plus amusant? Que ces jeunes, ils veulent revenir l'année suivante. Et non, je peux me tromper une fois, mais si je reviens l'année suivante, c'est quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Je peux comprendre, je peux me tromper dans la vie, je peux faire des erreurs, ça peut m'arriver une fois. Mais ensuite, je risque pas d'y retourner. Et non, ils reviennent. Et ils font même des compétitions pour y aller. Cette année, je voulais y aller, mais ils m'ont pas encore invité. Je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. C'est des choses incroyables. J'ai eu une hôtesse, il y a 3 jours, qui m'a dit « Ah, mais si je venais pas être bénévole au meeting, vraiment, je n'arriverais pas à le vivre. » C'est fou. Alors, excusez-moi. Réfléchissons sérieusement là-dessus. Réfléchissons sérieusement, parce que si tout cela est vrai, ça veut dire que ces jeunes hommes, ces jeunes filles, ces hommes, ces femmes portent une interrogation si élevée, si sensible, si puissante, que non seulement ils arrivent à tenir la fatigue, mais ils trouvent aussi une réponse, autrement ils ne reviendraient pas. Ils trouvent aussi une réponse. Comment ça s'est passé au meeting? Ah, magnifique. Mais qu'est-ce que tu faisais? Je nettoyais les tables. Mais c'était magnifique. Quelle était la question qu'il y avait derrière? Allez, s'il vous plaît, allez au fond de cela. Allez jusqu'au fond de cette aperture sur la réalité qu'il y a. La vraie sociologie, c'est celle-là.
Regardez ce que cela veut dire. Quelle question il y a derrière? Une demande de relation, mais il ne manque pas de relation. Ils ont toutes les plages à disposition, les discothèques, il y a tout ce qu'il faut ici. On peut revenir à 4 heures, 5 heures du matin, on peut revenir 2 jours après, on est libre, on est dans la société de la liberté la plus grande. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Vous comprenez qu'il y a une interrogation, une demande, que les bénévoles sont le miroir qui ouvre la porte. Excusez-moi, ils ouvrent la porte sur l'infini. Ça, c'est la vérité. Ils ouvrent la porte sur l'infini. Ils ouvrent la porte sur l'infini d'une société de désenchantés. Une société dans laquelle règne le désenchantement, la lutte pour le pouvoir, la répartition des sièges. On peut tout faire. Je suis tellement heureux d'avoir une personne telle qu'Antonio Polito devant moi parce qu'il sait bien que lui, c'est un analyste politique, donc il sait exactement ce dont je parle. Il y a un désenchantement et justement, précisément ici, où il y a vraiment la situation la plus éloignée des années-lumière de ce monde des relations instrumentales, il y a 3000 personnes qui viennent. Mais j'ai été méchant parce que je savais que le chiffre avait baissé, qu'il y avait des difficultés. Alors je me suis dit, haha, voilà la crise. Mais non, pas du tout. Vous savez pourquoi le nombre a diminué? Parce que beaucoup d'universités ont mis les examens en septembre et donc ils donnent de grandes difficultés aux jeunes pour venir fin août. Vous comprenez où est la vérité si on veut la chercher? Donc la question est restée, c'est une question puissante. Nous sommes en 2019, pas en 67. En 67, on pouvait encore le comprendre, mais en 2017, 2019, quand tout s'est effondré, vous comprenez que la question, c'est une question si puissante qu'elle travaille les époques et les générations. Et alors je me disais, ça nous dit peut-être quelque chose de fondamental sur la société dans laquelle nous sommes. Et le meeting, c'est peut-être une porte à travers laquelle je peux comprendre les questions qu'aucune enquête sur les valeurs ne permettra de faire émerger, mais qui sont témoignées par la présence de ces personnes qui travaillent du matin au soir et qui essayent de revenir l'année suivante. Il n'y a pas de doute. Le bénévole en général, mais le meeting pose les fenêtres sur notre société, se sont moins comprises, moins fréquentées, moins étudiées, même les plus denses d'espoir et d'avenir. Je voulais conclure avec une question, mais c'est peut-être le métier de Emilia parce que ça elle a donné la réponse authentique. Mais pour un sociologue, pour un qui a étudié le meeting si attentivement, mais qu'est-ce que cela pourrait être le meeting dans les prochaines 10 années? Donc dans l'Italie d'aujourd'hui, dans une Italie bien petite, rendue petite, sans les structures de cohésion, dans une Italie déchaînée, une Italie qui nous semble désormais vieille et dépassée, mais qui avait une structure qui soutenait le corps. Aujourd'hui, le pays semble un peu s'en démembrer et la situation est devenue, disons, peu facile à gérer. Désormais, on a beaucoup de politiques qui rejoignent le 40%, mais après, ils se gonflent beaucoup. Après, ils n'arrivent plus à utiliser le consensus qu'ils ont reçu. C'est ce qui s'est passé à Renzi, à Salvini aussi maintenant, c'est ce qui s'est passé à Berlusconi. Cela devient peut-être d'une caractéristique de la génération italienne gélatineuse qui a reçu à travers des coups qui sont définis comme des corps intermédiaires. Dans ce type de pays, quelle présence peut avoir le meeting et quel rapport peut encore avoir avec la meeting? Quelle semelle peut encore planter dans la...
Sur ce point, je vais faire 2 considérations d'ordre général qui peuvent m'aider sur le chemin. La première, d'ordre général et de caractère empirique, c'est que nous nous trouvons face à, je crois, 5, 6, 7 années de grande réactivité. Une réactivité extrême parce qu'un système s'est effondré, des garanties, des sécurités se sont effondrées, des défenses de caractère économique, professionnel. Et cela génère une grande inquiétude. Il existe des familles où l'homme et la femme perdent leur travail et ils doivent rendre à la banque la maison qu'ils viennent d'acheter avec un emprunt, pour citer un exemple banal. Donc, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas en 1927, nous sommes en 2019, une époque de bien-être, une époque d'effervescence, de liberté pleine. Alors, c'est quelque chose de traumatisant. Il y a une réaction, une position réactive très forte qu'il ne faut jamais oublier. Je me rappelle à l'époque du gouvernement Monti de Forconi, cette rage qu'il y avait face à un monde qui s'était perdu. Nous avons fait un pas en arrière de 50 ans, comme si de rien n'était. Les enfants de nos amis qui travaillent à la banque ne travailleront pas à la banque. Les enfants de nos amis qui travaillent pour les chemins de fer n'y travailleront pas. Ceux qui travaillent au ministère des Postes ne travailleront pas au ministère des Postes. Donc on revient en arrière. Ce n'est pas un détail. Et sur ce point, nous ne pouvons pas, dans nos analyses, ne pas voir cette dimension réactive, aussi désordonnée, qui est très éphémère, parce que je pense que les gens sont intelligents. Si la personne a des résultats, ça va, et sinon, on leur dit au revoir. Et on revient en 2017, en 2018. C'est la même chose pour le mouvement 5 étoiles. Les résultats aux élections baissent très vite. Donc, le consensus reçu peut très vite repartir. Donc, la première dimension, c'est une dimension réactive. Deuxième élément fondamental, ici aussi de caractère sociologique, un peu plus intéressant du point de vue de la proposition, tel que peut être le meeting des 10 années à venir. Je pars de l'idée qu'une société telle que la nôtre ne sera plus là dans les 10 années à venir. Nous ne pouvons pas tenir. Elle doit nécessairement changer. Nécessairement. Elle ne peut pas tenir comme cela. Et elle s'améliorera certainement. Elle ne peut pas empirer. Parce que dans le pire, nous nous y trouvons déjà. Ce n'est pas possible de poursuivre dans ce délire. C'est évident que la société va se reprendre. J'en suis profondément convaincue. Une société ne peut pas se poursuivre dans cette direction simplement en s'amusant. Ça ne peut pas continuer, ça ne tient pas. C'est une question de temps. C'est impossible. Ça ne suffit pas de vivre dans une société où les familles doivent emmener leurs enfants de 11-12 ans qui n'arrivent pas à vivre parce qu'ils n'ont pas d'autres issues, d'autres sorties. Une telle société ne peut pas tenir. De même que ne peut pas tenir un commerce de fauteuils. C'est presque délirant. Je ne peux pas allumer mon téléphone et regarder les journaux en ligne parce que c'est un délire. Toutes les 20 minutes, la couverture change, la une change, il y a une nouvelle actualité. Antonio Polito, comment tu peux tenir un rythme terrible? Ce n'est pas possible. C'est un travail terrible. Comment est-ce possible? On en revient toujours au point de départ de toute façon. C'est comme le jeu des chaises musicales. Oui, c'est extraordinaire. On en revient à la Première République, sauf que dans la Première République, on avait un développement du PIB qui n'est pas celui d'aujourd'hui, un développement du bien-être qui n'est pas celui d'aujourd'hui, une société globale qui n'était pas celle d'aujourd'hui. Donc, en quelque sorte, les gouvernements de notre époque, c'était quelque chose de mignon encore. Certainement, mais les gouvernements balnéaires et les crises balnéaires, oui, tu te souviens, le monde heureux dans lequel on approuvait la loi de budget de l'année précédente. Tu te souviens de cette belle époque? Vous le savez, on approuvait la loi du budget de
l'année précédente. Oui, oui, je vous assure, on a fait comme cela pendant des années. Ça n'était pas un problème. Je m'en souviens. Personne, tout le monde s'en souvient. Donc cette époque, cette société a disparu. Et en ce moment, on paye cher avec la crise cela. Il y a une étape, une donnée, excusez-moi si je le cite, on le trouve dans le livre. Le pourcentage de diplômés qui ne s'inscrivent pas à l'université a augmenté. Ce sont des données statistiques, ce ne sont pas des données qui viennent de chez moi. Ce pourcentage qui avait atteint 75% de diplômés qui poursuivaient à l'université n'a fait que baisser, même si nous avons changé, nous avons réformé l'université, nous avons fait tout ce que nous pouvions à l'université avec les journées d'accueil des étudiants et Internet et les informations et les bourses d'études à l'étranger. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous faisons des sauts périlleux pour avoir plus d'inscriptions, mais nous sommes baissés à 49%. Nous avons baissé à 49%. Mais nous avons repris. Cela fait 3 ans. Et nous sommes à 50,5%. Quelle victoire! À une époque, on en était à 75%. On ne peut pas continuer comme cela. Cela me semble évident qu'il faut une reprise. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est dans la logique des choses. Une reprise est indispensable. Comment sera le meeting dans les 10 prochaines années? C'est ce qui garantit la reprise. C'est le lieu où l'on recommence. Ou en tout cas, l'un des lieux où l'on repart. Je dois dire que c'est un optimisme de la raison parce qu'il y a eu déjà plus qu'un exemple dans l'histoire où une société est même plus complexe que la nôtre, comme l'Empire romain s'écroulait et se sont retrouvés, encore réunis dans une époque plus nouvelle. J'espère que ce sera fondé. Je remercie Salvatore Abruzzese, je vous remercie, vous, qui vous m'avez invité pour tenir ces dialogues et pour m'avoir donné l'occasion de lire ce livre exceptionnel. Merci. Je conclus. J'avais préparé certaines choses, mais je conclus rapidement en remerciant Salvatore Abruzzese et Antonio Polito pour ce qu'ils nous ont proposé aujourd'hui. Un approfondissement, c'est en tout cas comme cela que je l'ai vécu, un approfondissement très beau, très intéressant, très satisfaisant aussi. Je vous en remercie parce que dans la vie, quand on dit qu'on fait quelque chose d'utile et que quelqu'un le reconnaît, on n'y est pas indifférent. Donc je vous remercie aussi pour cela. Je voudrais conclure en partant de ce que vous disiez. Que peut être le meeting des 10 années à venir? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas pour les raisons que vous avez dites, mais aussi parce que, avec mon expérience de ces 40 années, j'ai une incapacité totale à programmer. C'est paradoxal de le dire, cela peut sembler paradoxal. Une incapacité totale à programmer, dans le sens que le meeting de ces 40 années a grandi et continue à grandir en répondant aux provocations de la réalité, en répondant à ce qui arrive. Je relisais maintenant cette citation que l'un d'entre vous a faite tout à l'heure, sur la présentation de l'édition de 1980, quelques jours après le massacre de Bologne. Nous disions à l'époque, dans bien trop d'endroits dans le monde, la dignité de millions d'hommes est constamment blessée et piétinée. Nous voulons le partager en prenant sur nous la responsabilité d'être des constructeurs de paix. Qu'aurait pu signifier cela à l'époque? À ce moment-là, nous ne le savions pas. Ce qui était vrai, c'est que face à ce qui se passait à ce moment-là,
face à ce qui s'était passé à ce moment-là. Je me souviens bien, je me souviens l'endroit exact où je me trouvais face au bureau du meeting de l'époque, au moment où est arrivée la nouvelle du massacre de Bologne. C'était en fin de matinée. Nous nous souvenons tous de cette horloge que l'on nous montre tous les ans. Je fumais à l'époque et donc j'étais en train de fumer une cigarette et arrive cette nouvelle. Et je me souviens très bien de la perception que j'ai eue à ce moment-là, l'expérience de ce moment. La désorientation complète, la douleur, s'apercevoir qu'il y avait des amis impliqués là où cela se passait, mais aussi la conscience très intense, très participative, très nette que ce que nous faisions d'une manière ou d'une autre, ce que nous faisions de manière aussi embryonnelle, parce que le meeting devait encore commencer, que ce que nous faisions ne pouvait pas ne pas être une réponse, ne pouvait pas ne pas être une prise de responsabilité face à ce miracle dont nous ne savions encore rien. Nous ne savions pas qui en était à l'origine, rien du tout. Mais la conscience que ce que nous étions, la passion, l'élan, la liberté de construire quelque chose de beau dans le monde, dans la société pour tous, était quelque chose qui, à ce moment-là, pouvait tenir même face à ce qui se passait. Et je crois que cela était et est encore aujourd'hui l'expérience la plus forte, la plus intense, c'est-à-dire la conscience que ce que nous sommes, ce fameux sujet dont nous parlions avant, nous ne savons pas comment, c'est pour cela que je disais je ne sais pas comment sera le meeting des 10 années à venir, nous ne savons pas comment, mais la force de l'expérience personnelle est telle que le soir, on va se coucher en disant « c'est un bien », comme vous le disiez tout à l'heure. La force de l'expérience personnelle est telle que j'ai la certitude que ce que nous sommes, d'une manière que nous ne connaissons pas, ce que nous sommes est là pour être face à ce monde, face à cette réalité. Ce ne pourrait pas être différent. Le geste comme celui du meeting, l'expérience que nous vivons se multiplie dans différentes latitudes, dans différents pays. Il y a ici, pour travailler dans un restaurant, des jeunes de Taïwan, des jeunes qui viennent d'Afrique, des jeunes qui viennent du monde entier et de tous les coins de l'Italie. Qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qui tient? Pourquoi est-ce que cela arrive? Pourquoi avons-nous ce succès que ce que nous sommes peut tenir face à toutes les contradictions? Il ne s'agit pas de gagner, d'avoir le dessus, mais tenir, ça c'est autre chose. Nous ne savons pas comment cela tiendra, comment le fait que cela tienne se manifestera, mais cela tient face au choc de l'histoire et face à ce qui arrive. Pourquoi? Abruzzese le disait, sollicité par Polito sur la question des bénévoles. Pourquoi? Parce que l'expérience des bénévoles, c'est-à-dire la gratuité, c'est-à-dire le don de soi, le don de son temps, de son argent, de ses capacités, le don de soi pour l'idéal, est une porte ouverte sur l'infini. Et je crois que cela, au fond, c'est la grande question de la vie. Qu'il puisse y avoir une porte ouverte sur l'infini. Voilà le thème, parce que sans l'infini, sans autre chose que ce que nous sommes, sans autre chose que ces contradictions, ces douleurs dans lesquelles nous sommes tous plongés quoi qu'il arrive, la vie ne tient pas. Ce qui tient, c'est la possibilité d'une porte ouverte sur l'infini. Le titre du meeting de l'année 2020, qui se tiendra du 18 au 23 août, sera « Privés d'émerveillement, nous restons sourds au sublime ». Nous ne voulons pas rester sourds au sublime. Nous voulons que les portes sur l'infini continuent à rester ouvertes.
Grazie. Merci. Merci. Au revoir pour le prochain meeting. L'une des manières pour soutenir cette petite réalisation, pour que les portes de l'infini ne se ferment pas, c'est de continuer à soutenir la collecte de fonds et les stands de collecte sont encore là pour que le meeting puisse continuer. Merci encore et à l'année prochaine.